commencerai par remercier le professeur Dubos pour ses exposés qui sont très intéressants, qui nous permettent de cadrer un peu le contexte des pays du Nord, parce que l'objectif de ce DU, c'est surtout ça, de voir ce qui se passe ailleurs et de voir est-ce qu'on peut avoir un discours ou un comportement adapté par rapport à notre environnement. Et c'est dans ce cadre que je vais engager avec vous la réflexion autour de l'organisation des soins néonataux et une réflexion autour de la problématique des réseaux de périnatalité, je pense dont il a parlé, et qui vous a permis de comprendre un peu le contexte. Et dans la première partie de l'exposé, c'est là où nous allons rapporter un peu le contexte et les acquis qu'il y a eu dans nos pays, l'évolution un peu de l'organisation des soins néonataux. Et dans la deuxième partie, nous allons entrer de pied à pied dans cette problématique des réseaux pour voir est-ce que c'est adaptable à nos pays, qu'est-ce qui peut être fait, comment procéder, etc. Donc ça ne va pas être trop long, mais nous allons poser les débats qui nous permettra un peu de discuter ensemble et de profiter des expériences des uns et des autres. Donc, comme je l'avais dit tantôt, nous allons voir le rappel sur quelques données épidémiologiques pour camper un peu les enjeux. Après, parler des acquis dans le domaine de la prise en charge de la santé néonatale au Sénégal en nous appuyant sur des expériences qui ont eu lieu dans nos pays. Ici, c'était pour montrer un peu l'ampleur de la mortalité néonatale, mais aussi de la mortalité périnatale, la mortalité et la mortalité précoce. Et vous voyez, quand on prend la région africaine est une des régions où les taux de mortalité périnatale sont les plus élevés, avec 56 pour 1000. Et je pense que ce sont des taux qu'on retrouvait il y a 50 ans dans les pays développés. Je pense que Jean-Pierre l'a montré. Et en termes de mortalité néonatale, vous voyez qu'en 1900, pratiquement 60, ils étaient aux alentours de 29 pour 1000, ou 29 pour 1000. Alors que nous, actuellement, on est aux alentours de 29 pour 1000 pour la mortalité néonatale. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays. Et si on prend la mortalité néonatale, quand on la compare à celle des pays qui sont pratiquement plus avancés, vous voyez que l'Afrique est à 38 pour 1000, alors que l'Europe, l'Amérique du Nord sont aux alentours de 4 à 5 pour 1000. Donc il y a un gap qui est important et qui traduit un peu l'écart économique et d'organisation qui existe entre nos pays et les pays du Nord. On ne va pas en rougir, mais il faudrait qu'on fasse des efforts pour réorganiser un peu notre environnement par rapport à ces questions de mortalité. Ici, c'était pour montrer un peu l'évolution de la mortalité néonatale dans notre pays, en fonction des différents EDS. Les EDS sont les enquêtes démographiques et de santé. Et vous voyez que la mortalité infantile tend à baisser. Et en 2010, nous avions une mortalité infanto-juvénile qui était de 72 pour 1000 et une mortalité infantile qui est de 47 pour 1000. Mais vous verrez qu'en termes de réduction de la mortalité néonatale n'a pas subi beaucoup de baisse par rapport à cette mortalité. Et quand on voit l'évolution des chiffres, vous voyez que le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 121 pour 1000 en 2005 à 72 pour 1000 en 2010, soit un gain de 49 points. Le taux de mortalité infantile est passé de 61 pour 1000 en 2005 à 47 pour 1000 en 2010. Donc 2005, c'est le DS4. 2010, c'est la dernière enquête donc, démographique et de santé et donc, sur les indicateurs multiples, soit une baisse de 14 points. Alors que le taux de mortalité néonatale, elle est passé de 35 pour 1000 en 2005 à 29 pour 1000 en 2010. 6 points de baisse. Ça veut dire que le rythme est très lent. Et si on retient notre objectif qui a été défini dans notre feuille de route multisectorielle au niveau national, qui est d'atteindre l'objectif de 16 pour 1000 en 2015, vous voyez qu'à ce rythme, on ne va pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, surtout l'objectif numéro 4. Et ça, c'est valable également pour la mortalité maternelle, parce que la mortalité maternelle, dans l'ancienne enquête, était de 401 pour 100 000 naissances, et à la dernière enquête démographique et de santé, elle est passée à 392 pour 100 000 naissances. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer ces chiffres de mortalité maternelle, néonatale et périnatale. Et quand vous voyez les chiffres qui sont projetés en Europe, et vous voyez en 1960, comme je le disais tout à l'heure, sur la mortalité néonatale, sur ce document, dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis, pratiquement, vous aviez des taux qui étaient en dessous de 30 pour 1000. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes à 29 pour 1000. Donc ça veut dire que les chiffres de 1960, ce sont nos chiffres d'actuels. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Et dans ces pays, ils ont vécu les mêmes problèmes que nous. Je pense que Jean-Pierre l'a montré qu'en 1950, presque 50% des femmes accouchaient à domicile. C'est ce que j'ai dû retenir. Et beaucoup de femmes accouchaient avec des matrones. Nous sommes encore dans cet environnement d'accouchement à domicile et d'accouchement assisté par des matrones, qui n'est pas une assistance qualifiée à l'accouchement. Donc, nous devons faire des efforts et nous allons le faire avec une volonté politique, avec notre volonté individuelle et collective. Et je pense que c'est ça qu'on attend de nous. C'est pourquoi on s'est réunis un peu pour réfléchir sur les axes pour améliorer cela. Ici, vous voyez qu'il y existe des disparités interrégionales, mais également entre zones rurales et urbaines. Je n'ai pas montré les chiffres qui montrent les disparités interrégionales, parce que 35 pour 1000 ou 29 pour 1000, c'est la mortalité brute. Mais il y a une mortalité désagrégée en fonction des différentes régions. Par exemple, à Kolda, Tamba, c'est des taux de mortalité qui sont aux alentours de 53 pour 1000, 56 pour 1000, qui sont largement au-dessus des moyennes nationales. C'est important parce que dans les stratégies de santé publique, on est obligé de tenir compte de ces disparités pour mieux cibler les zones qui sont sensibles et identifier les facteurs qui expliquent cette mortalité. Quand vous voyez Kolda et Tamba, ce sont des zones très enclavées, où les ressources humaines sont inexistantes, les ressources matérielles, organisationnelles sont quasi indigentes, et je pense qu'il y a des efforts à faire pour couvrir et mailler tout le pays. Ici, c'était pour montrer rapidement les causes de mortalité néonatale, qui ne diffèrent pas d'un pays à l'autre. Le problème de base, c'est le faible poids de naissance. Mais en réalité, il y a beaucoup de causes de mortalité qui sont connues, admises et digérées. Il s'agit des infections, qui sont la première cause d'infection de mortalité chez nous. Il s'agit de l'asphyxie, un tiers des décès, et il s'agit de la prématurité. Donc, qui sont les différentes causes. C'est important puisque, en identifiant ces causes directes de décès chez les nouveau-nés, nous allons adresser ces questions de mortalité liées à ces causes de décès. Mais à côté de ces causes directes, nous avons des causes indirectes qui sont liées à l'organisation de nos systèmes de santé ou bien à l'organisation au niveau du système communautaire. Vous avez tous connu le modèle des retards, retard à la prise de décision dans les familles, retard à l'acheminement à la structure de santé, retard à la prise en charge dans la structure de santé. Et tout ça, ce sont des retards, des problèmes communautaires qui peuvent expliquer cette lourde mortalité qui sont liés à l'organisation de notre système de santé. En ce qui concerne des acquis au Sénégal, donc je vais les lister, ce n'est pas très exhaustif. Bon, il y a eu des enquêtes, mais qui ne sont pas trop récentes. Mais dans un rapport qui a été, donc on nous a envoyé, un draft de rapport qui a été fait par l'USAID et le CHIPS, nous avons quand même quelques éléments qui nous permettent de voir un peu ce qui a été fait. Et le professeur Moreau disait tantôt qu'on a réussi à mettre en place ce qu'on appelle les coins du nouveau-né. Ce qu'on avait observé, c'est que dans toutes les structures de maternité, dans les salles d'accouchement, il n'y avait aucune possibilité de prendre en charge un nouveau-né très rapidement. Dans une réflexion que nous avions eue, donc nous avions dit qu'il faudrait qu'on se batte pour que la prise en charge du nouveau-né se fasse très rapidement, qu'on raccourcisse les délais de prise en charge. Et la meilleure des façons de le faire, c'est d'avoir au moins ce qu'on appelle un coin du nouveau-né qui comporte une table de réanimation, ça peut être industriel ou artisanal, un aspirateur et un ballon de ventilation. Ça, c'est le minimum pour prendre en charge très rapidement les nouveau-nés. Donc, c'est ce qu'on appelait la politique de mise en place des coins du nouveau-né et qui a été mis pratiquement dans plus de 85% des centres de santé de district. Parce que la cible, c'était les centres de santé. Les hôpitaux de niveau national, régional, ce sont des établissements publics de santé dont le financement donc, est fait par l'établissement, le budget de l'établissement public de santé. Donc, avec l'appui des partenaires, avec la volonté du ministère, nous avons pu mettre en place ces coins du nouveau-né. Nous avons également beaucoup agi sur l'ouverture des unités les unités KMC, Kangourou Mother Care. On dit Kangourou Care maintenant, parce que ce n'est pas seulement la mère qui doit le faire, même le père doit le faire. Donc, c'est la méthode Kangourou. Donc, comme l'a dit Jean-Pierre, je ne vais pas revenir dans les détails. C'est un cours qui est en ligne que j'ai fait moi-même. Mais c'était un des instruments essentiels qui nous permettait de réduire la mortalité des nouveau-nés de faible poids, mais également d'humaniser les soins. C'est un concept très important. Parce que même le développement cognitif à long terme va dépendre un peu de cette relation qui existe entre la mère et l'enfant. Beaucoup d'études l'ont prouvé. Celle de Nathalie Charpak et celle de Jane Anderson, une américaine qui a fait des études sur cela, en montrant que le stress d'un enfant qui n'est pas éduqué en kangourou, qui n'allait pas, augmentait le taux de cortisol,
qui passait la barrière placentaire, donc dépasser les capacités réactionnelles de l'hormone qui réduit cette charge en cortisol et aller agir sur le développement cérébral. Donc ça veut dire que le stress est un élément important qui va faire retarder ce développement cognitif. Et un enfant qui est serein aura un meilleur développement cognitif et staturo-pondéral, ça a été démontré. Nous avons fait des efforts donc, pour ouvrir la première unité. En fait, la première unité a été ouverte à la CGO. Comme le professeur Moore l'a dit, donc on l'a initié grâce à l'équipe obstétricale. Mais en réalité, nous l'avons fait et pour les obstétriciens et pour nous. Parce que pour nous, l'objectif, c'était de réduire la mortalité des nouveau-nés de faible poids. Donc la première expérience, c'était à la clinique gynéco-obstétricale qui a fait l'objet d'une évaluation sur 112 nouveau-nés qui ont été suivis. Et nous avions pu montrer, à l'instar des chiffres de Nathalie Charpak, qui l'a publié pratiquement en 2001 dans Pediatrics, que la mortalité ne différait pas entre chez les nouveau-nés. Nathalie disait montrait que la mortalité ne différait pas entre les nouveau-nés élevés par méthode kangourou et ceux élevés par méthode traditionnelle qui est l'incubateur. Nous avons montré que dans la mortalité des nouveau-nés qui ont été élevés par la méthode kangourou, nous avions pratiquement que 1% de mortalité, avec des enfants qui étaient très petits. Maintenant, le problème du développement cognitif est une autre affaire. Je pense qu'il faudrait qu'on mette en place, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'unité de Guédiawaye, de voir le développement à long terme. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Parce qu'on les récupère à 900 grammes, 1000 grammes. C'est la quantité. Est-ce que la qualité y sera? Et ça, également, c'est un autre problème. Donc, nous avons fait des efforts. Albert Royer a ouvert une unité d'adaptation intra-hospitalière parce que dans la méthode kangourou, il y a l'adaptation intra-hospitalière où on peut avoir une unité mère-enfant. Albert Royer en a ouvert. À Baston, on en a ouvert récemment. Et il y a des unités ambulatoires. Guédiawaye, c'est une unité de suivi ambulatoire. On fait une adaptation de très courte durée dans les suites de couches et l'enfant est suivi en ambulatoire avec cette méthode. Et nous avons toujours de très bons résultats. Parce qu'actuellement, à Guédiawaye, on est presque à plus de 300 et quelques nouveau-nés qui sont suivis avec très faible mortalité, même pour de très faibles poids. Donc, c'est important. À Thiès également, nous avons ouvert une unité. Donc, les unités sont ouvertes maintenant progressivement. Parce que c'est une des priorités même de l'OMS et de nos pays. L'autre élément aussi, en termes d'infrastructure, vous verrez qu'on a un gros gap en termes d'unités de néonatologie. Il n'y a que quelques structures ici qui sont au niveau national, qui ont des unités de néonatologie. C'est très aberrant dans ce siècle-là. Aucun centre de santé n'a une unité de néonatologie, ce qui n'est pas concevable. Vous verrez un hôpital comme Baudouin qui fait 7000 accouchements par an, 5000 à 7000, qui n'a pas d'unité de néonatologie. Ça veut dire que le transfert se fera toujours de Guédiawaye, qui est à pratiquement 12 ou 13 km jusqu'à... Donc, actuellement, notre objectif est de se battre pour avoir des unités légères, en tenant compte des niveaux de soins au niveau des structures des centres de santé. Je pense que la première unité a été ouverte grâce à la volonté, à la détermination du professeur Cheikh Tidiane Cissé, avec lequel on a travaillé pendant 1 an pour ouvrir une unité au centre de santé Gaspard Camara, et qui nous a beaucoup soulagés parce que beaucoup de nouveau-nés quittaient Gaspard pour venir dans mon unité. On était surchargés. Aujourd'hui, c'est une unité qui nous permet un peu de décongestionner. Parce que pratiquement l'année passée, il était presque à plus de 400 nouveau-nés. C'est déjà beaucoup. Avec une mortalité qui était faible parce qu'on a partagé ces chiffres. Ici, c'était pour montrer un peu ce qu'on appelle les coins du nouveau-né. On disait que la couveuse ou bien la table coûte 6 millions, 7 millions. Donc, après l'expérience qui a été initiée par BESIX, donc de l'USAID à Kébémer, on a pu montrer qu'en utilisant des tables artisanales faites de bois qui ne coûteraient pas 75 000, avec des lampes, 4 lampes avec un interrupteur dans chaque lampe, on peut régler les problèmes liés à la thermorégulation des nouveau-nés. Et au niveau de cette table, qui a des tiroirs, on met en place des moyens pour faire la réanimation du nouveau-né, tels que l'insufflateur, un aspirateur à pédale, parce que nous avons les inconvénients des coupures d'électricité. Je pense qu'on essaie de s'adapter à cet environnement donc, qui nous permet de couvrir, de mailler tout le territoire. Parce que s'il faut mailler tout le territoire avec des tables industrielles, ça va être très difficile. C'est impossible, quasi impossible. Mais avec ça, les tables artisanales, on a pu mailler tout le territoire national. Ici, c'est un autre type de table qui a été mis en place par Baudouin. Donc, ils utilisent des lampes infrarouges. C'est pour montrer qu'il y a des types de lampes assez différentes et qu'on peut réguler en fonction de la température du nouveau-né. Ici, c'était pour vous montrer également, c'est toujours dans le centre de santé Roi Baudouin, quand on a initié la méthode kangourou. Donc, c'est le premier cas qui a été recruté. Et depuis lors,
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. On a une grande quantité de nouveau-nés qui sont suivis par cette méthode et l'adhésion est de plus en plus forte autour de cette... Mais je pense qu'il faudrait qu'on continue à sensibiliser parce qu'il ne faut pas qu'on prenne nos lauriers pour en faire des oreillers. Il y a encore beaucoup d'efforts de sensibilisation à faire auprès des agents de santé, mais également auprès des communautés et des populations. C'est très important. En termes d'équipement, également, c'est ce qu'on disait, les 148 structures, hôpitaux régionaux, centres de santé, postes de santé de 8 districts ont été équipés en coin du nouveau-né avec toutes les composantes, avec l'appui des partenaires, l'UNICEF, des partenaires donc, techniques et financiers qui nous ont permis de faire cet équipement. Mais dans les hôpitaux nationaux, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes parce que l'équipement est du ressort des établissements publics de santé. Et parfois, certains investissements lourds ne sont pas acceptés par les administrations qui ne pensent qu'au profit et au partage des gains. Ça, il faut le dire, les primes de risque, de motivation, etc. Ça plombe l'investissement. Et je pense qu'on ne peut pas faire de la bonne néonatologie sans investir. Nous, on est obligé de courir après des partenaires non traditionnels pour essayer d'avoir du matériel. Et ce n'est pas ça la bonne organisation. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une bonne politique, une politique d'ensemble de périnatologie qui nous permette de régler tous ces problèmes. La formation des prestataires. Là également, il y a eu des pas qui ont été faits au Sénégal en termes d'élaboration de documents pédagogiques sur les soins essentiels aux nouveau-nés qui ont été révisés récemment, l'année dernière, parce que les choses évoluent. Les recommandations évoluent. L'ILCOR a eu des nouvelles recommandations en 2010. Il y en avait il y a très longtemps. Donc, on essaie de tenir compte des nouvelles recommandations en étant réaliste sur nos possibilités. Donc, et l'élaboration de ces documents pédagogiques pour le nouveau-né concerne également le niveau communautaire, avec BESIX qui a élaboré les documents, et récemment, un document qui a été élaboré par la JICA, sur lequel on a beaucoup travaillé, professeur Moreau, Cheikh Signansis et moi, donc pour les matrones, qui permet de faire une formation, puisque dans certaines zones, quand vous faites des supervisions, vous vous rendez que dans ces zones, il n'y a aucune possibilité de prise en charge, il n'y a que ces matrones qui sont là. En se disant qu'il faut être ambitieux, il faut mettre du personnel qualifié, mais en attendant d'avoir ce personnel qualifié, on forme ce qu'il y a là-bas. Donc c'est dans ce cadre qu'on a quand même accepté ce principe, bon, qui n'est pas toujours vraiment la meilleure. La formation des prestataires a concerné toutes les régions, sur les soins essentiels au nouveau-né d'abord, mais également sur les soins essentiels couplé à la formation sur la gestion active de la troisième phase de l'accouchement. Nous avions voulu coupler ça parce que l'hémorragie du postpartum est une des premières causes de décès chez les mères. Donc nous avons dit, tant qu'à faire, puisque les sages-femmes sont nos pédiatres, et les infirmières en salle d'accouchement sont nos pédiatres, on en profite pour faire des formations intégrées et je pense que ça, c'est une bonne approche pour la périnatologie. Le suivi post-formation également est assuré. En ce qui concerne la motivation des prestataires, parce que c'est important de former, c'est important de mettre en place des outils, mais c'est important de voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Qu'est-ce que les connaissances deviennent, qu'est-ce que le savoir-être et le savoir-faire devient, qu'est-ce que le matériel devient. Donc, il y a des supervisions auxquelles nous participons, nous, au niveau universel, en appuyant le niveau central, donc notamment surtout les zones reculées comme Tamba. Nous sommes souvent allés vers Tamba, Saraya, Kédougou, Goudiri, Kidira, pour voir ce qu'ils ont fait. L'autre élément de motivation, c'est le lancement d'un concept que j'avais présenté il y a quelques années au journal médical. C'est le concept de centre d'excellence pour la promotion des soins aux nouveau-nés. Donc c'est comme l'hôpital Ami des bébés. Donc avec une grille d'évaluation pour donner soit une plaque en argent pour dire que vous avez fait beaucoup d'efforts, etc. Et ce concept est bien connu, accepté et ça a été validé au niveau du ministère de la Santé. Étaler des sommaires en lit de néonatologie, ça c'est globalement. Vous voyez que nous sommes très indigents. L'offre de soins néonatales, elle est très indigente. Il n'y a que 4 hôpitaux de niveau 3 qui disposent d'un service de néonatologie. Niveau 3. Mais les services de néonatologie n'ont pas l'équipement qui correspond à celui d'un niveau 3, d'un service de néonatologie d'un niveau 3, tel que défini dans les textes français. Donc c'est vrai, nous, le niveau 3, c'est le niveau le plus élevé, c'est la référence. Donc 4 hôpitaux, pour une population presque de 12 millions d'habitants. Ça, c'est très indigent. Un seul centre de santé, nous l'avions dit, dispose d'un service de néonatologie, mais c'est un exemple qu'on pouvait donner. Donc avec le professeur, on a voulu montrer qu'avec des ressources internes, avec une volonté interne, on peut faire des choses. Et c'est ce qui a été fait, on le félicite pour ça. Et vraiment, c'est une très bonne chose qu'on peut faire dans tous les services. Maintenant, l'autre problème, c'est la problématique du niveau communautaire dans nos pays. Puisque on ne peut pas parler de la médecine néonatale sans parler des communautés. 40% des accouchements, sinon plus, se passent dans les maisons. C'est beaucoup. Et je pense que la communauté a un rôle important à jouer dans
l'accès aux structures de santé, la sensibilisation des femmes à aller accoucher en structure. Et je pense que si on envisage de faire un réseau, on est obligé de tenir compte de ces acteurs communautaires. Donc, ça va demander une réflexion beaucoup plus poussée. Okay. Donc, maintenant, nous allons un peu voir très rapidement la réflexion qu'on peut faire autour de la problématique des réseaux. Bon, je vais passer rapidement sur les généralités sur les réseaux. Je pense que Jean-Pierre les a bien définis. Nous allons parler de soins néonataux dans le cadre de réseau, comment on le conçoit, les opportunités et les lacunes à combler et les missions attendues d'un réseau dans un pays. Il faut souligner que dans les pays en développement, la notion de réseau est bien ancrée dans la culture de soins obstétrico-pédiatriques, ce qui n'est pas le cas dans notre. On se bat pour que cette culture de réseau soit ancrée dans les esprits. Donc ça commencera par vous. Plusieurs textes réglementaires ont été élaborés en Europe. Je pense qu'il a parlé de tous les plans périnatalité, hein, le plan de 98 avec Kouchner, Aubry, etc., qui règle les niveaux de soins, ce qui n'existe pas chez nous. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que le concept de réseau a pour corollaire une régionalisation des soins qui est connue depuis très longtemps dans les pays d'Amérique du Nord, aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Je pense que la France a pris le train un peu plus tard, ils se sont bien organisés, mais cette notion de réseau existe depuis dans les années 70 déjà aux États-Unis. Hein, parce que pour un besoin de prendre en charge les grands prématurés, etc., et de favoriser le transport in utero. Dans nos pays, la notion de réseau n'est pas intégrée dans nos schémas de soins. Nous avons une organisation informelle, on travaille comme ça, de façon informelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que le réseautage implique des ruptures dans l'organisation et la gestion. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de culture. Il faut tenir compte des aspects culturels et infrastructurels. Les aspects structurels, donc il y a des choses à mettre en place. Donc ça veut dire qu'il y a un effort dans l'organisation des soins, un effort dans les investissements, dans la prise en charge de cette périnatalité. Donc les moyens matériels, les ressources humaines, etc. Et ces réseaux sont un moyen de promotion d'une collaboration multidisciplinaire et multi-établissements. Parce que si on veut être formel, on est obligé d'avoir des conventions entre les établissements et d'élaborer une feuille de route qui est bien claire dans le cadre d'un réseau. Donc là, je continue. Jean-Pierre l'a dit, le réseau répond à une zone territoriale donnée, de compétences différentes et complémentaires. Donc, je vais y revenir parce que on peut délimiter des zones territoriales. Il s'agit d'une organisation interprofessionnelle, interétablissement, permet de mutualiser les ressources. Parce que ici, notre problème, c'est la raréfaction des ressources humaines. Et la mutualisation permet d'améliorer la prise en charge. Parce qu'on raccourcit les délais de prise en charge et ça permet d'assurer une continuité des soins. Donc, la prise en charge du nouveau-né s'intègre naturellement dans le schéma d'organisation des soins périnataux. Le pédiatre néonatologiste ou compétent en néonatologie ou médecine périnatale est un membre à part entière de l'équipe obstétrico-pédiatrique. Deux aspects fondamentaux, les niveaux de soins, c'est dit, la localisation géographique, le réseau répond à une aire géographique. Comment procéder? Le niveau de soins, le problème est réglé pour l'ensemble des établissements de santé. Par contre, il existe des lacunes énormes en ce qui concerne la néonatologie à combler. Parce que quand on dit niveau de soins, chez nous, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, 2 et 3. On connaît. Case de santé, poste de santé, hôpital régional et hôpital national ou bien hôpital CHU. L'aire géographique, elle est logiquement calculée sur l'aire du district. Parce que nous, on ne peut pas faire autre chose que de nous mettre dans l'aire du district. On ne peut pas faire une autre découpation. Nous avons plusieurs districts. Quand on prend Dakar, nous avons plusieurs districts sanitaires. Donc, le réseau peut être un réseau de districts, mais en tenant compte du nouveau-né. Les districts répondent-ils aux critères pour une organisation en réseau de périnatalité tenant compte des besoins spécifiques du nouveau-né? Est-ce que ce district a des centres de néonats dans les centres de santé? Est-ce que ce district a un niveau de référence, etc.? Tout ça, c'est un problème. Parce que quand on dit réseau, niveau de soins, il faudrait qu'au niveau de l'aire du réseau, qu'il y ait pratiquement tous les niveaux pour permettre de régler les problèmes à ce niveau. Donc, sinon, il faudrait des conventions interdistricts pour régler les problèmes de niveau 3. Les lacunes, c'est l'insuffisance des infrastructures pour le nouveau-né, l'insuffisance en ressources humaines, quantité et qualité, pas de démarche spécifique centrée sur la santé périnatale à l'image des réseaux de périnatalité, démarche à construire en partant de l'existant,
il existe une disparité, une incoordination des interventions. On l'a souvent souligné au niveau du ministère de la Santé. Chaque partenaire fait ce qu'il veut. Donc, il y a un problème de coordination. L'absence de financement de la santé, on l'a dit, au Sénégal, c'est la pauvreté et il n'y a pas de financement de la santé. Donc, au Sénégal, nous avons quelques instruments légaux, les normes et protocoles en santé de la reproduction, qui tiennent compte des niveaux de soins et qui définissent les prérogatives en fonction des niveaux de soins. Nous avons un système pyramidal de santé qui règle le problème des niveaux de soins. Nous avons une organisation en district sanitaire et nous avons une feuille de route multidisciplinaire, un engagement des acteurs à répondre à la demande pour la santé de la mère et du nouveau-né. Ici, ça vous montre un peu l'organisation pyramidale de notre système de santé. Nous avons la case de santé, le poste de santé, le centre de santé, l'hôpital de district. Ça, c'est le district sanitaire. Donc, la pyramide va jusqu'au niveau national et au niveau CHU. Et quand vous voyez ici, c'est la pyramide nationale, donc les structures de santé district, les hôpitaux régionaux et les établissements publics de santé qui comportent les CHU et les hôpitaux nationaux. Donc, cette organisation en pyramide nous permet un peu d'envisager ce niveau de soins. Donc, les districts sanitaires, j'ai pas. Dakar, vous avez plusieurs districts sanitaires, nord, ouest, district centre, etc. Donc, l'aire du réseau peut être calquée dans cela. Les missions attendues, l'organisation coordonnée des soins au nouveau-né dans une aire géographique, un district donné, mise en place d'infrastructures adaptées pour le nouveau-né, assurer une meilleure communication entre les professionnels, améliorer le système d'information en santé périnatale, évaluer régulièrement les pratiques professionnelles, assurer le renforcement de capacités sur la santé de la mère et du nouveau-né, optimiser le système de référence contre référence. Nous avons un système de référence contre référence en tenant compte des possibilités de transfert in utero qui dépendront du risque. Assurer une supervision régulière, la promotion du partenariat public-privé. Les acteurs du réseau, je suis presque à la fin, vous êtes en hypoglycémie, moi on va faire l'effort d'y aller. Les obstétriciens, les pédiatres, les médecins de district, les spécialistes de santé publique. Donc il y a tout un tas d'acteurs qui sont concernés par cela et qui sont dans l'aire du réseau, donc pour lesquels il faudrait quand même une information, une sensibilisation et essayer de voir comment travailler ensemble dans le cadre. Donc il y a une communication, il y a un suivi des activités par des réunions périodiques, les lettres d'information, l'élaboration de manuels de procédure, un dossier médical consensuel et partagé. Nous avons commencé à le faire à Gaspard, qu'on a proposé au ministère de la Santé. Un point focal réseau, pourquoi pas, qui permettent de... C'est la dernière diapositive. Il y a des obstacles à la mise en réseau et la régionalisation des périnataux. Il y a une faible disponibilité des services de soins périnataux et néonataux. Une difficulté d'accès aux soins, puisque 46% en Afrique subsaharienne ont un revenu inférieur à $1 par jour. Quand on est pauvre, on ne peut rien organiser. On pense qu'à son ventre. C'est très difficile. 44% des accouchements seulement se font en structure. Mais ça dépend des pays. Et 50% des femmes ont accès à un personnel qualifié. Donc c'est un problème. Il n'existe pas de disponibilité d'un système de transport efficace. Donc ça, ce sont des obstacles qu'il faut quand même souligner par rapport à la mise en place des réseaux. On est en début de réflexion. Donc la mise en place d'un réseau est une réponse adaptée pour une meilleure organisation des soins périnéonataux. L'adapter à notre contexte, à notre environnement de travail est une nécessité. Et il faut un engagement souhaitable de tous les acteurs du secteur public comme du privé. Parce que n'oubliez pas que les maternités privées font partie également du système de santé. Je vous remercie.